Donc, encore une fois, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Mon nom est Maria Fiore, je suis le directeur des opérations chez Microage et je suis accompagnée par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bonjour Maria, bonjour à tout le monde. Et lors de notre dernier webinaire, nous avons parlé des mesures de cybersécurité avant un incident visant à identifier, protéger et détecter les incidents. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur l'après un incident, c'est-à-dire sur la réponse et la reprise après un incident de cybersécurité. Avant de débuter, quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Pas mal sûr que tout le monde est au courant de ça. Nous vous encourageons à poser des questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet Questions de l'outil webinaire. Le webinaire est enregistré et un lien vers l'enregistrement sera envoyé à tous les participants un peu plus tard dans la journée. Dans la même courriel, vous recevrez également un lien pour télécharger le livre numérique que nous mettons à votre disposition. Nous vous encourageons à profiter de ces ressources et à partager les liens avec des collègues qui pourraient bénéficier des informations présentées aujourd'hui. Dernière chose, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Veuillez prendre un moment pour partager vos impressions avec nous afin que nous puissions améliorer les futurs webinaires. Avant de passer la parole à Sergio, je prends un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui nous ne connaissent pas. Donc, Microage est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis presque 45 ans. Nous croyons fermement à l'établissement d'un partenariat avec nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Pour que ce partenariat soit un succès, nous devons bien comprendre votre organisation, vos opérations, vos clients, vos employés, vos défis, vos opportunités et vos indicateurs de succès. Cette compréhension nous permet de recommander et de fournir des services et des solutions TI qui répondent réellement à vos besoins. Et voilà, un petit aperçu de qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Avec ça, Sergio, je passe la parole à toi. Merci Maria, bonjour à tout le monde. Donc, comme Maria a dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur le right of boom qu'il appelle. Autrement dit, quand quelque chose arrive après le sinistre ou pendant que le sinistre se passe, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes? Premièrement, qu'est-ce qu'on a fait en termes de préparation pour un événement de cette envergure? Qu'est-ce que vous devriez penser, préparer, réserver, coordonner avec tout le monde, documenter le tout au cas où que quelque chose arrive. Ben là, on est prêt à mettre en action le plan d'incident et suivre les mesures d'une façon non chaotique. Parce que nous, selon notre expérience ici, quand on n'a pas de plan d'incident, le résultat est toujours un environnement, un déroulement très chaotique. Et il y a des places où on peut se faire des erreurs qui peuvent vous affecter, soit la compagnie en tant que telle, vos données, votre réputation et tout. Donc, c'est très important d'avoir un plan de réponse aux incidents en place. On va vous parler de ça. On va évidemment parler au niveau du plan de continuité des affaires, des activités, qu'est-ce qu'on peut faire pour comment on va tester et s'assurer que votre business continue pendant cette période-là. De certaines pages au niveau de l'automatisation, au niveau de la protection de votre entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer le nombre d'activités ou diminuer que ça se déroule mieux, puis ça évite de mettre un stress sur toute votre équipe au complet ou votre compagnie, parce qu'il y a des choses qu'on peut automatiser, puis au moins diminuer le bruit d'un incident qui pourrait se produire. Diminuer le risque, Ouais. dans le fond. Exactement. En arrière de tout ça, c'est sûr que c'est les 3 que je viens de parler, mais il y a toujours la gouvernance et la conformité.
côté de votre entreprise, c'est clair que la base de tout ça, c'est vraiment que ça fournit une structure, une responsabilité, une supervision lorsqu'un imprévu survient. Au niveau de la coordination de crise qui permet de vraiment avoir des instructions claires, les rôles, les lignes de communication bien établies, une prise de décision efficace en temps réel, non qu'on est obligé d'attendre après quelqu'un parce qu'il n'a pas été visé, qui fait partie du plan d'incident et tout. Fait qu'il faut vraiment mettre en place et documenter et donner des rôles à certaines personnes. Comme ça, si quelque chose arrive, ben, ils sont prêts pour prendre action et ils sont prêts à effectuer leur rôle, en fait, parce qu'on ne veut pas que tout le monde fait la même chose. Il y a différents rôles qu'on va donner. Il y a la conformité réglementaire. Peut-être que vous faites partie d'une industrie qui a il y a de la conformité ou des règlements par rapport à si vous vous faites frapper par un incident de cybersécurité. Ben, il y a peut-être une publication, il faut aviser une entité ou quoi que ce soit. C'est clair qu'il faudrait que vous êtes au courant de c'est quoi vos règles dans votre industrie. Le plan d'incident aussi fait une supervision des communications parce que si on n'a pas quelqu'un qui chapeaute tout ça, évidemment, le monde va faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent que c'est prioritaire, puis ce n'est pas nécessairement le bien pour régler ça le plus vite possible. Donc, ça prend quelqu'un qui chapeaute tout ça. Puis quand je dis quelqu'un, c'est pas nécessairement quelqu'un, une personne, mais ça peut être une entité. Moi, ce que j'ai vu, c'est aussi que si vous avez de l'assurance à cybersécurité, quand on appelle l'assureur, souvent, eux autres, ils amènent du monde qui sont en charge de certaines choses, puis ils prennent en charge l'incident et commence à attitrer ou donner des rôles ou des responsabilités à certaines personnes pour le faire de telle façon-là. Donc, les cyberassureurs, ils ont un plan d'incident pour votre entreprise, mais ce n'est pas nécessairement détaillé pour votre entreprise. Ils ont quand même une structure qu'ils veulent suivre. Ça reste que si vous avez X nombre de serveurs, X nombre d'applications, ben, c'est à vous à déterminer qu'est-ce qui est plus important, si ça l'affecte, combien de personnes ça l'affecte, est-ce que ça l'affecte juste les employés, vos clients, les partenaires et tout. Fait qu'il faut vraiment, c'est pour ça l'importance du plan, le plan d'incident. J'allais dire juste, Oui. Lucie a commenté, on est tous soumis à la loi 25 sur la protection des renseignements personnels envers Oui, les clients. exact. Fait que ça aussi, là, ça fait partie de la conformité, là, de la Oui, gouvernance. exact. Fait que voilà pourquoi qu'on marque en bas la gouvernance solide égale la clarté opérationnelle, la conformité, puis la résilience, en fait, là, à long terme. Donc, on va parler du plan d'incident. En fait, ben, comme j'ai dit, ça offre un processus structuré qu'on peut reproduire pour gérer les événements de sécurité. Là, on ne va jamais parler juste de quand tout tombe down, il n'y a absolument rien qui fonctionne parce que vous pouvez avoir un incident qui affecte seulement vos courriels, un incident qui affecte seulement votre système CRM, votre base de données. Fait que ce n'est pas nécessairement peut-être juste une machine qui s'est fait infecter. Mais ça, vous devriez mettre en marche un plan d'incident pour ça. Je ne vous dis pas d'appeler l'assurance et tout et mettre tout légal et tout, mais ça prend une structure pour être capable de déterminer l'incident, la gravité, la priorité, qui fait quoi. Et voilà pourquoi on a vraiment besoin d'un plan qui est capable de déterminer c'est quoi vos applications, vos systèmes critiques, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'il faut absolument rouler en premier versus les autres. Tout ça doit être défini clairement. Il faut aussi documenter. Puis ça, en passant, c'est quand on fait affaire avec des cyberassureurs, c'est clair qu'ils posent la question, avez-vous un plan d'incident en place? Ça vous aide, puis ça, en termes monétairement au niveau des coûts pour la cyberassurance. Mais plus important, ça vous aide de recouvrir, de revenir sur vos pas le plus vite possible parce que tout est documenté. Mais aussi, il faut documenter les mesures ou les solutions de sécurité qu'on a mis en place parce que, veut pas, il y a quelqu'un qui va poser les questions, ben, est-ce qu'on a mis ça en place? Est-ce qu'on a telle solution en place? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ces outils-là pour faire le diagnostic, l'analyse, la détection et tout. Fait que c'est important de mettre plusieurs choses en place et les documenter.
Et oui, un plan robuste transforme le chaos en une action coordonnée, qu'on aime dire. Donc, il y a une phase de préparation pour un plan d'incident. En fait, c'est décrit comment l'organisation détectera, répondra, remettra aux incidents. Il y a comme 4 catégories que je dirais. Il y a la section détection-analyse, il y a la section confinement. Donc, on va détecter quelque chose qui se passe. Ensuite, on passe au niveau du confinement, essayer de enlever, sortir, éradiquer qu'est-ce qui se passe. Il y a la section recouvrement, comment on va revenir sur nos pas, est-ce qu'on a les données pour revenir sur nos pas. Et là, il y a la section une analyse après l'incident. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'on l'a fait bien? Est-ce qu'on peut améliorer? Et il faut le documenter. Puis à l'entour de tout ça, il y a de la communication qui se passe en tout temps. Fait qu'on ne peut pas attendre à donner une communication après la 4e phase d'un incident. Il faut toujours penser au niveau de la communication dès que quelque chose arrive, dès qu'on le détecte. Et voilà pourquoi on doit tout documenter, en fait. Et aussi, former régulièrement les employés. Si j'utilise l'exemple, nous, ce qu'on fait pour nos clients et nous à l'interne, c'est qu'à chaque fois qu'on met une nouvelle solution de sécurité en place, on avise tous les employés qu'on a mis cette solution en place, puis pourquoi qu'on le met en place. Puis si jamais vous détectez quelque chose, si jamais il y a un petit pop-up qui apparaît, ben appelez ce numéro, le support et tout, appelez votre gestionnaire et tout. Il y a des instructions. Ça fait partie au niveau de la communication, mais ça fait partie ça aide à uniformiser l'aspect, tout le monde parle le même langage quand quelque chose arrive et ça évite le chaos et ça évite des malentendus, misinformations, ça évite beaucoup de choses envers vos clients et vos partenaires si jamais 3-4 personnes y ont 3-4 différentes versions de ce qui se passe. Ce n'est pas nécessairement bon pour votre entreprise. J'ai pas manqué quelque chose, hein, Maria? Ben, tu as passé à travers, là. Je pense qu'on va passer à travers chacun, right? Voilà. Fait que là, au niveau de la détection-analyse, encore une fois, je vais parler des outils, je vais parler des systèmes que vous devriez mettre en place. Si vous avez une petite équipe ou pas d'équipe, utilisez votre fournisseur de services parce que c'est ces gens-là, c'est ces compagnies-là qui ont l'expérience dessus et ils ont les moyens pour mettre certaines choses en place. Évidemment, ça fait une détection précoce. Si on n'a pas les bons outils, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe. Exemple, un EDR qui est géré par un fournisseur ou par une entité extérieure qui est capable de détecter des anomalies qui se passent sur un poste de travail, bien, cette entité-là est capable de les voir avant vous, avant votre utilisateur. Il est capable de déjà mettre en fonction ou d'appeler, aviser quelqu'un et Confiné. exactement, c'est ça. Et de commencer à faire les travaux pour le confinement et tout. Mais c'est clair que si on ne voit pas le bobo, ben, ça va continuer et ça va rouler. Puis il ne faut pas oublier que les cybercriminels aiment ça rester dans votre environnement pour longtemps avant de faire quoi que ce soit. 100 quelques jours, je pense que j'ai vu comme 180, moyenne, me semble. 190 jours en moyenne qui restent dans votre environnement. Fait que si on a les bons outils en place, on est capable de les voir bien avant que quelque chose se produise. Donc, encore une fois, si on utilise au niveau détection d'intrusion, le SIEM, qui est une entité à l'externe qui va voir au niveau des menaces en temps réel de sécurité, ça, c'est des choses qu'on devrait avoir en place. Encore une fois, pas nécessairement une solution que vous êtes obligé de gérer vous-même. Il y a des compagnies, il y a des produits qui existent que c'est une entité tierce qui va faire ces travaux pour vous. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir ou d'absolument d'avoir du monde à l'interne pour faire tout ça parce que vous pouvez engager votre fournisseur de services pour vous aider dans tout ça. Puis nous, c'est ça qu'on fait pour nos clients gérés. On est impliqué dans leur plan d'incident. Pourquoi? Parce qu'on est la personne technique qui gère l'environnement, qui voit tout ça. Donc, on fait partie de leur plan d'incident. OK, donc, une fois qu'on voit c'est quoi,
Après ça, ben, il reste à faire empêcher la menace de se propager aux autres parties du réseau. Si ça l'affecte au niveau de certains comptes, ben, désactiver les comptes, désactiver les points d'accès, couper le contrôle au niveau des attaques. Encore une fois, ça prend une personne avec certaine expérience pour faire ça. Ce n'est pas nécessairement une personne qui est habituée à faire du support à l'usager qui va peut-être connaissant au niveau les outils ou les mesures de mettre en place pour essayer de mettre un confinement, d'essayer de limiter les dégâts. Ça se peut que ça affecte juste certaines opérations, certains systèmes. Fait comment qu'on peut maintenir les fonctions critiques tout en essayant de régler le problème qui se passe dans le coin. Une fois que c'est identifié, ben, on a-tu les bons outils? Est-ce qu'on a les bonnes personnes pour être capable d'identifier et éliminer les causes principales de cet incident? Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils pensent que c'est une machine, ils ferment la machine, puis ils pensent que tout est beau, mais en fait, ça s'est déjà propagé, c'est ailleurs, où on allume la machine parce qu'on pense qu'on l'a nettoyée, puis tout d'un coup, ben, ça se propage encore. Encore une fois, pas de plan égale un petit peu de chaos. Si on n'a personne en qui va chapeauter tout ça, ça risque de revenir récurrent, ça risque de rester dans votre environnement. C'est un petit peu comme, c'est déjà chaotique quand il arrive quelque Ouais, chose. Fait que sans un plan, c'est comme quand qu'on pratique, mettons, s'il y a un incendie à la maison, puis on se pratique pour aller, tu sais, où qu'on se ouais, rejoint, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. C'est un peu la même chose. On ouais, met le plan en place avant qu'il arrive quelque chose ou dans ouais, une éventualité que ça l'arrive. ouais. Fait que nous, ce qu'on voit souvent, c'est, si je peux reculer, au niveau de la détection, pendant qu'on soupçonne que quelque chose se produit, on a, mettons, nos techniciens qui travaillent dessus, puis on a quelqu'un en arrière de nous qui dit, mettons, le client ou le patron qui dit, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est méchant? C'est mauvais? C'est pas bon? Est-ce que c'est important? Là, on est en train de détecter et analyser pour voir si c'est vraiment. Fait qu'on n'a pas de réponse encore pour ça. Prochaine, ce que j'ai parlé au niveau du confinement, on a détecté c'est ça, on va faire ces étapes-là pour le confinement ou de l'enlever. Ensuite, on a du monde qui dit, OK, combien de temps que ça risque de prendre pour enlever ça? Parce qu'il faut que je communique avec peut-être le directeur de vente qui va venir, OK, j'ai mes vendeurs qui ne peuvent pas travailler, quand est-ce que je peux revenir et continuer de travailler? Il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de pression qui se fait donner à ces gens-là pour essayer d'isoler, désactiver les comptes, stabiliser les opérations, de supprimer les malwares, les utilisateurs, de s'assurer que tout est beau. C'est toutes les étapes que surtout le monde technique doit faire sans avoir cette pression-là de quelqu'un qui attend après eux, mais on comprend, c'est important, c'est quelque chose qui se produit. Fait Mais il faut aller si tout est en face. documenté puis identifié à l'avance, ben C'est ça. tu sais, ça peut changer là, en cours de route, c'est sûr, Ouais. là, mais Ben en même voilà temps, pourquoi on au a niveau c'est ça, la responsabilité, la communication, puis les étapes à suivre. Parce que si tout le monde est au courant d'une étape que le technicien doit faire la détection et ensuite il doit faire le confinement et ensuite il doit faire le recouvrement, mais au moins la personne dans les ventes, mettons, il comprend qu'il est encore en étape 1, puis il y a plusieurs choses à faire avant que moi je puisse travailler dans le système. Fait que je dois être patient puis attendre après les prochaines instructions, aux prochaines communications. Et voilà pourquoi les communications deviennent très importantes avant ou pendant que ça se passe, au début, puis pendant la période au complète, parce qu'il faut vraiment mettre au courant le monde clé, le personnel clé, pour s'assurer que ça ne sème pas la panique à travers la compagnie au complète et ou vos partenaires et vos clients et tout. Ensuite, ben, évidemment, il faut que vous priorisez, mettre une priorité au niveau de vos systèmes de fonctionnement, opération. Qu'est-ce qui est le plus important? Si pour vous, les courriels, c'est le plus important, ben ça, c'est priorité 1. Donc, il faut mettre en place un plan de détection, confinement et recouvrement de ce système-là avant le tout. Et on continue avec tout le reste des applications. Si c'est une base de données, si c'est un utilisateur en particulier, comme, je ne sais pas, la personne dans la comptabilité qui fait les chèques ou quoi, ou
Si cette personne-là ou ce système-là est le plus important, ben, il faut s'assurer que cette personne-là figure un des premiers, une priorité dans votre liste de plans d'incident. Ça prend quand même plusieurs réunions à l'interne pour être capable de déterminer c'est quoi vos opérations, qu'est-ce qui est plus prioritaire, puis si je me fais infecter, ben, c'est quoi le numéro de priorité par application ou par système ou par employé que je dois remettre tout ça en place. Puis évidemment, la reprise, ben, c'est ça, c'est laquelle qu'on va mettre en place en premier, appliquer les correctifs, s'assurer que tout fonctionne avant de le publier vers vos employés ou votre personnel, corriger s'il manque de quoi, c'est sûr. Si on s'est fait frapper parce qu'il manquait des correctifs, ben, on ne peut pas recouvrir un serveur qui manque des correctifs encore, il faut appliquer les correctifs. Fait que ça, c'est un exemple bien typique. Puis comme j'ai dit, remettre progressivement les systèmes en ligne, là, rétablir les systèmes une étape à la fois, un système à la fois et pas le tout en même temps. Parce que si on réallume tout, moi j'ai vu des instances qu'un client va allumer un serveur un host, soit Hyper-V ou VMware, avec 10 VM dessus, puis il allume les 10 VM tout en même temps. Et c'est ça. Il y a des problématiques qui arrivent parce que c'est trop. Quand on a 2, 3 choses qui arrivent en même temps, on ne sait pas d'où ça vient. Fait qu'un peu à la fois, on n'a pas le choix. On comprend que c'est important, on comprend qu'il y a une urgence, mais il faut le faire de cette façon-là, malheureusement. Et oui, assurer au niveau de coordonner avec les équipes pour maintenir les opérations pendant la phase des reprises. Évidemment, la continuité d'affaires par étape pour essayer le but, c'est de remettre tout le monde fonctionnel. Le quatrième que je parlais, c'était l'analyse post-incident. Donc, il faut tout enregistrer, surtout si vous avez une assurance de cyber. Les assureurs veulent absolument que vous documentez le tout. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas de la bonne façon, si vous manquez de quoi, ben, ça se peut qu'il y ait des litiges en termes de remboursement, des coûts qui sont associés à tout ça. Oui, le cyberassurance est là pour vous protéger, pour vous aider si jamais, puis ça aide à payer certaines factures, mais c'est pas un petit cochon qu'on prend de l'argent et on donne à la compagnie. Il faut justifier l'assureur il faut qu'il justifie les dépenses. Il faut qu'il s'assure que l'action ou le plan d'incident a été mis en place correctement, puis les bonnes méthodologies ont été mises en place. Donc, documenter, enregistrer les chronologies, les actions qui étaient menées par chaque personne, les décisions qui ont été prises et toutes les communications qui ont été échangées partout. Essayer de comprendre au niveau analyse à la cause profonde, analyse qu'est-ce qui a mal fonctionné, pourquoi cela ça a mal produit, est-ce que c'est parce que les systèmes n'ont pas été il n'y a pas été de correctifs qui ont été appliqués? Ben, il faut corriger ça, il faut mettre en place un plan d'action pour régler ça et pour éviter que ça se produise une autre fois. Et ensuite, ben, si ça l'affecte, surtout, ça va affecter votre plan d'incident. Mais mettre à jour votre plan d'incident au niveau des informations pour renforcer les procédures, améliorer la technologie et les outils et tout. Peut-être qu'on a, pendant toute cette période-là, on a remarqué que le système EDR n'est pas adéquat à nos besoins. C'est peut-être un EDR sans la surveillance par une firme externe ou par un centre d'opération au niveau de sécurité. Donc, peut-être que le EDR n'est pas adéquat pour votre entreprise. Vous devriez peut-être parler à quelqu'un qui va vous suggérer une solution qui amène une équipe 24/7 qui va surveiller tout ça. Ça, c'est juste un exemple. Ça peut être d'autres produits. Ça peut être un SIM au complet pour votre environnement au complet. Vraiment, ça dépend de votre entreprise et vos opérations. Et coordonner les réunions de discussion avec les parties prenantes essentielles, ben, en fait, revoir tous les enseignements, avoir le feedback de tout le monde pour s'assurer que tout le monde est
dans la même longueur d'onde avec les informations qu'on va mettre dans le plan d'incident, parce qu'on ne peut pas peut-être prendre une décision qui affecte la personne technique ou la personne au niveau des finances. Si ça ne fonctionne pas pour cette personne-là, ça prend l'input de tout le monde, en fait. C'est ça que j'essaie de dire au niveau de l'analyse. Bon, là, le cinquième, la couche que je parlais qui était en tout temps pendant ces périodes-là, c'est vraiment au niveau de la communication. Communication rapide, claire, essentielle lors des incidents. Si je peux utiliser un exemple très banal, simple, on a beau à mettre tous nos systèmes de sécurité en place au niveau de l'anti-spam, comme exemple, un courriel passe à travers. Le 0,1% qui passe à travers, ça se rend vers un utilisateur. Et cette personne-là, parce qu'il a été bien formé, il est au courant et il avise le personnel technique ou le gestionnaire ou la personne qui est en charge pour dire que hey, je pense que j'ai reçu un spam pour juste le vérifier si tout va bien. Donc, le plan d'incident peut être déclenché simplement à cause de ça. C'est « Ah, OK, j'ai besoin d'impliquer la personne technique qui va analyser le courriel. Oui, c'est un spam parce qu'ils ont fait des tests avec des outils pour s'assurer dans un sandbox, pour s'assurer que tout, si c'est vraiment un spam. Le technicien dit que c'est un spam. Parfait. Donc, il y a un courriel qui va être envoyé à cet utilisateur-là qui va dire oui, effectivement, c'est un spam. On a pris, voici les mesures qu'on a prises. On a un système où on a une façon d'enlever le courriel qui apparaît dans son inbox. On l'a délité. Parfait. Mais je n'ai pas avisé le reste des employés. Ça se peut qu'un autre employé l'a vu, il n'a pas ouvert encore parce qu'il fait d'autres choses. J'ai besoin d'aviser le reste de mes employés, comme quoi qu'il y a potentiellement une menace qui est rentrée dans notre environnement. Donc, il y a un gabarit ou un courriel qui est envoyé à tout le monde pour dire faites attention, alerte ou quoi que ce soit. Si vous voyez ce genre de courriel-là, ben, effacez-le ou appelez-le ou peu importe l'action que vous devriez mettre en place. Fait que ça, c'est un exemple au niveau de la communication que vous devriez mettre en place, surtout au niveau à l'interne pour que tout le monde soit au courant. On a bien des pages au niveau de la communication. Ça a l'air que c'est important, Maria. Oui, d'habitude, oui. OK. Donc, le plan de communication interne dans votre entreprise, ça, c'est la première étape, en fait. Il y a plusieurs étapes. Est-ce qu'il y a des rôles? Ben, en fait, c'est attribuer les rôles clairs pour les tâches liées à la communication. Ce que ça veut dire, c'est si je vais utiliser nous comme équipe, j'ai une équipe de vente ici. Ben, c'est clair que je vais impliquer le directeur des ventes dans mon plan de communication parce que si jamais quelque chose se produise, ben, je veux que le directeur de vente soit au courant pour que cette personne-là soit capable d'aviser son monde. Fait que cette personne-là, c'est ma personne clé au niveau de la communication des ventes. La même chose s'applique au niveau de la comptabilité, le service, RH, tout ce que vous pouvez avoir comme rôle dans votre entreprise, bien, ça prend ces personnes clés, les rôles clés qu'il faut attribuer parce que c'est ces personnes-là que je vais communiquer avec et ensuite prendre une décision et ensuite donner ma communication partout. Ça se peut que vous avez une politique en place que vous ne voulez pas que ça vienne du département technique, puis peut-être il faut absolument que ça vienne du département RH ou du président, ou ça peut être n'importe qui, ou la personne technique. Donc, il faut vraiment déterminer qui fait cette communication-là, parce que, un, on veut un message uniformisé, et deux, on ne veut pas que ça sème la panique. Il faut que ça soit quelque chose de structuré. J'en parle un petit peu plus en détail. Si jamais ça l'affecte au niveau externe, mais ça, on va en parler aussi. Et plus important, désigner des remplacements pour tous les rôles critiques. Fait que si vous avez une personne désignée au niveau des ventes, mais si cette personne-là est en vacances ou malade, c'est pas vraiment bon si quelque chose, un incident se produit, si on n'a personne au niveau des ventes, comme exemple. Et c'est pas nécessairement
tous ces rôles-là, vous n'êtes pas obligé de le donner à vos employés. Il y a quand même certaines choses que vous pouvez donner, impliquer votre fournisseur de services gérés, comme le responsable technique peut être la compagnie qui s'occupe de vos TI. Ça, c'est la personne qui va être appelée en cas de problématiques au niveau des incidents. Fait que cette personne-là va assumer le rôle de la personne technique et faire les travaux. Et après ça, ben, donner ce qu'il a trouvé, puis toutes les prochaines étapes à d'autres personnes et non nécessairement à tous les employés. C'est important aussi de clarifier. Ça se peut que c'est une personne qui a plusieurs rôles à jouer, Oui, tout dépendant exact. de votre organisation, de la grandeur et tout ça, là. Donc, ça se peut que le président est aussi le responsable du RH, puis la Oui, personne exactement. qui communique avec l'externe, l'interne et tout ça, là. Ça se Oui. peut. Bien, il y a bien des compagnies qui ont le président qui va faire côté vente, il va peut-être faire côté RH aussi, il va peut-être faire côté comptabilité. Fait que c'est cette personne-là qui doit être impliquée, c'est clair. Ouais. J'espère, c'est le président ou la présidente. Mais ça se peut, là. C'est Oui, une entreprise un peu plus grande, ça se peut qu'ils ont des gestionnaires précises là, dans oui, ces rôles-là. exact. Donc, au niveau des communications, utilisez des méthodes fiables pour assurer que la communication est à temps réel. Évidemment, n'utilisez pas, désignez pas votre système de communication soit par courriel. Si votre système de courriel est infecté, on a un petit problème au niveau de la communication, je pense. Donc, il faut déterminer les façons qu'on puisse communiquer tout ça. On va faire un scénario pire. Il faut aller dans le. Il faut penser que si le pire arrive, qu'est-ce que je fais ou comment je vais communiquer avec tout le monde? C'est ça qu'il faut faire, en fait. Parce que si le système de courriel tombe down, il n'y a pas de courriel qui fonctionne. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On a des courriels personnels. Est-ce qu'on en crée d'autres ailleurs, dans un autre réseau? Je ne sais pas s'il y a différentes façons de le faire. Est-ce que ça a affecté votre système téléphonique IP? Parce que ça fait partie du réseau qu'on vient de fermer. Donc, on n'a pas moyen d'appeler nos collègues via téléphone ou là à l'extérieur, mettons, téléphone. Donc, ça prend un cellulaire. Là, il y a des compagnies qui fournissent des cellulaires, puis il y en a d'autres, c'est des employés qui ont des cellulaires personnels. Fait que là, on fait quoi? Fait qu'il faut vraiment évaluer tout ça, puis d'être capable de communiquer ou d'avoir une liste de contacts avec la façon qu'on va communiquer tout ça. Et il faut les tester, évidemment. Faire semblant, ça fait partie de la continuité des affaires. Là, il faut tester tout ça pour s'assurer que tout fonctionne bien. Un peu comme les tests qu'on voit sur nos cellulaires. Des fois, il y a des alertes, tests. C'est la même façon. Là. Il faut s'assurer que tout fonctionne bien. Les modèles de messages, je parlais de ça. C'est clair que si jamais il faut déterminer les types de messages qu'on va envoyer, comme une attaque suspectée, un incident qui a été confirmé, les mises à jour au niveau de la phase de confinement, l'avancement de la reprise. Il faut avoir des courriels ou un gabarit ou un template, comment vous voulez l'appeler, les scénarios différents, typiques qu'on voit pour qu'on puisse communiquer ça avec tout le monde. Sinon, ben, encore une fois, qui fait cette communication? Qu'est-ce qu'il va dire dans ce message-là? Il va dire on s'est fait attaquer. Quelqu'un qui est en mode panique, il va dire on s'est fait attaquer. Information à suivre. La pire chose qu'on peut dire à tout le monde. Il y a une façon de l'écrire, d'être clair, et puis de ne pas avoir de la panique. Ah, ben, c'est marqué soit clair, validé et peut-être prêt à être utilisé. Donc, c'est ça. Il faut pas faire partie du chaos qui se produit. Parce que là, on va impliquer d'autres personnes. Au niveau des procédures, des notifications, définir les chemins d'escalade. Donc, si j'implique un technicien pour faire la détection, le confinement, je ne veux pas nécessairement que cette personne technique parle direct avec le président parce que peut-être il va
le président va peut-être être en mode panique ou il va peut-être prendre une décision qui n'est pas au courant d'autres choses. Fait que si la personne technique se rapporte à la personne qui est en charge des incidents, ben c'est ça, cette personne-là, il faut qu'il communique avec la personne qui est en charge et fournir les informations. Il faut respecter les rôles, il faut rester dans votre voie, en fait. Là. Puis nous, on le fait souvent au niveau technique. Pourquoi? Parce qu'on se fait impliquer dans des causes qu'il y a toujours déjà le cyberassureur qui est impliqué, il y a légal qui est là aussi, il y a le client qui est impliqué. Donc, on se fait demander, j'ai besoin d'aide, on amène nos techniciens, on fait les travaux et on fournit les informations, pas nécessairement au cyberassureur, à moins que c'est cette personne-là qui chapeaute la procédure, mais il faut qu'on soit au courant de l'acheminement les mises à jour que nous, on doit fournir. Fait que ça s'applique partout, pas juste les personnes techniques. Mais quand est-ce qu'on implique au niveau juridique? Quand est-ce qu'on implique au niveau RH? Parce que si les systèmes ne sont pas fonctionnels, ben, il y a peut-être une implication au niveau RH, puis les personnes qui ne sont pas capables de faire un travail ou quoi que ce soit, les représentants qui ne sont pas capables de vendre. Donc, peut-être qu'il y aura une inquiétude au niveau qui n'ont pas vendu aujourd'hui à cause de cet incident. Qu'est-ce qui se passe avec les commissions? J'utilise un exemple un petit peu comique, mais ça peut arriver. Et définir qui déclenche les notifications, c'est sûr. Puis quand est-ce qu'il faut communiquer ces informations-là? Encore une fois, dans le plan, pas juste si on trouve que c'est important, on va aviser le monde, il faut le documenter. Hors-bound, communication hors-bound, assurer que la connectivité de l'équipe même, là, si les systèmes principaux sont indisponibles, ben, il faut juste s'assurer qu'il y a quand même une communication qui se passe entre ces personnes-là. Il faut toujours prendre pour acquis qu'il n'y a rien qui fonctionne dans l'environnement. Fait qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour s'assurer qu'on se communique ensemble? C'est ça, c'est soit autre cellulaire ou par courriel personnel ou c'est à vous à décider qu'est-ce que vous devriez mettre en place, mais c'est vraiment, il faut juste prendre pour acquis qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis vous avez besoin de trouver une autre façon de communiquer ensemble, collaboration. Puis des fois, le système de courriel n'est pas une bonne solution non plus parce que c'est pas tout le monde qui va regarder les courriels, fait que ça prend une espèce de communication quasiment en temps réel avec les téléphones, j'imagine. Donc, appareils mobiles secondaires, les comptes de courriel personnels, les téléphones satellites ou radio dans le pire des cas, c'est ça, c'est vraiment différentes façons. Il y a une question de Lucie qui demande est-ce que Teams pourrait être utilisé dans ce cas-là, dans ces cas-là? Teams peut être utilisé seulement si le tenant n'est pas infecté. Donc, si vous faites attaquer par le tenant de Microsoft, ça va affecter votre suite au complète de Microsoft ou ça risque d'affecter votre suite au complète. Donc, si j'utilise un bon exemple d'un malfaiteur qui va essayer d'avoir accès, qui réussit à avoir accès à votre tenant comme administrateur, ben, il va désactiver les comptes. Fait que il n'y a plus rien qui fonctionne via Microsoft 365. Fait que non, ça peut faire partie de votre plan d'incident pour dire essayez dans cet ordre, essayez avec Teams. Mais encore une fois, il faut s'assurer que votre Teams n'a pas été affecté par ce qui se produit. Fait que c'est clair que ça prend une certaine étape. Si on est en mode détection, sinon on est en mode de détection, ben on n'est pas capable de dire si Teams fonctionne. Peut-être que je vais taper alerte, tout le monde, soyez vigilants, puis il n'y a personne qui reçoit mon Teams parce que c'est peut-être ma machine qui est infectée ou mon compte qui est infecté, puis il n'y a personne qui reçoit mes textes. Mais c'est une bonne question. Ouais. Mais ce qu'on voit souvent, c'est le courriel personnel pour commencer. Oui. Puis après ça, ben, quand le monde a plus d'informations sur qu'est-ce qui est touché, ben là, ils ont, comme tu dis, là, ben, premièrement, on fait ça. Après ça, on s'en va à telle forme de communication. Fait que ça existe pour ça aussi, le plan pour essayer de prendre
Ouais. toutes les possibilités en note là, pour Ouais. avoir un plan. Ce que j'ai vu avec nos clients, c'est certains clients se sont préparés pour ça et ils ont Teams, ils ont la suite au complet d'Office pour travailler, pour communiquer, pour collaborer. Mais quand quelque chose s'est produit, ben, il y a un abonnement au niveau Zoom, au GoToMeeting, GoToWebinar, exemple. Fait que c'est un système complètement à part que ça fait partie du plan d'incident. Puis voilà, il y a des meetings qui sont cédulés. L'adresse, la liste des invités, c'est toutes des adresses personnelles de certaines personnes et non le bureau, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas accès à votre courriel, vous n'avez pas accès à cette invitation-là. Fait que il y a certains clients qui ont établi déjà une façon, une alternative à Teams pour avoir des réunions, puis de parler, puis ça reste live sur l'appel, puis il y a du monde qui rentre et sort dans les meetings qui reste allumé pendant longtemps. Mais c'est bon, ça prend de la communication. Mhm. Ensuite, on va passer au niveau de la communication externe. Encore une fois, efficace, essentiel pour maintenir la confiance. Ça aide à gérer la perception du public, les risques juridiques, d'attendre des parties prenantes. Ça nécessite une planification rigoureuse, des cohérences, des rôles clairement définis. Pourquoi qu'on veut ça? Parce que si on a une panique à l'intérieur de chez vous, chez nous, je ne veux pas que le reste du monde soit impliqué dans ma panique. Ça va juste exploser encore plus. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du monde inquiet, il va y avoir des clients inquiets, des partenaires inquiets. Ils vont commencer à se rajouter dans tout ça, appeler, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Puis ils vont poser les mêmes questions que du patron qui va être en arrière du technique. Il y a des clients et des partenaires qui vont poser la même question à travers votre entreprise. Et là, ça va rajouter une autre Couche de chaos. une autre couche de stress pour tout le monde. Donc, voilà pourquoi que la communication doit être vraiment bien claire. Il faut identifier les parties. Donc, si mon système de billetterie a des problématiques ou s'est fait infecter, ça affecte mes clients. Donc, si ça affecte mes clients, j'ai besoin de faire une espèce de communication envers tous mes clients pour dire on est en processus de détection d'une anomalie. Il y a quelque chose qui se produit et on est en mode détection. Peu importe, là, ça dépend quel niveau d'incident que vous avez subi, mais il y a quand même une communication qui doit être donnée. Au niveau des fournisseurs, peut-être que ça l'affecte au niveau des fournisseurs, qui s'attendent peut-être de parler avec comptabilité, peut-être avec des représentants de vente ou quoi que ce soit, les personnes qui placent des commandes, mais s'ils ne sont pas capables de communiquer, il faut quand même les aviser que il y a une problématique qui se passe et on va vous fournir de l'information dès qu'on aura cette information-là. Peut-être que vous faites partie au niveau de la conformité, fait qu'encore une fois, il y a peut-être des organismes qui sont obligés, la loi 25 et tout, là, mais peut-être qu'il faut aviser certaines personnes ou entités. Et ça peut arriver jusqu'au grand public si ça implique eux autres aussi. J'ai oublié les assureurs. Là. Évidemment, si vous pensez avoir subi une attaque, c'est clair que si vous avez de l'assurance contre le cyber, vous devez les appeler le plus vite possible parce que ces personnes-là, ils savent, ils ont une équipe spécialisée pour faire ça. Et souvent, ils vont parachuter bien du monde et c'est eux autres qui vont prendre le contrôle et ils vont donner des rôles et responsabilités. Puis ça, je trouve ça génial parce que on les paye pour vous assurer, ils vont vous aider dans le cas d'un incident. Maintenez la liste des contacts. Évidemment, si jamais quelqu'un change, il faut toujours mettre à jour votre plan d'incident au niveau des communications. Au niveau de la stratégie des relations publiques, c'est clair, facile à comprendre, sans le jargon technique clair des messages. Si c'est trop technique, 95% du monde ne comprendra pas qu'est-ce qui se passe. Ils vont assumer le pire. Il faut que ce soit cohérent, aligné dans tous les canaux. Autrement dit,
tout le monde, faut que tout le monde parle le même langage. Faut pas que quelqu'un dise on a un incident, ça affecte tout le monde, puis l'autre il dit on a un incident, mais pas vraiment. C'est pas vraiment tout le monde, c'est juste un système. Ça prend la même information qui est publiée partout. Encore une fois, la communication interne avant d'aller à l'externe pour que tout le monde soit au courant. Puis il faut que ça soit rassurant. Quand tu es rassurant, ça montre le contrôle, la transparence et une attention portée à la situation. Éviter la désinformation, communiquer seulement si on a des faits vérifiés, pas spéculer. Je soupçonne d'avoir été frappé par un virus. C'est parce qu'il faut passer à travers la détection, le confinement et tout pour établir, pour s'assurer que, pour valider qu'il y a quelque chose qui se produit. Il ne faut pas juste dire je pense que je me suis fait frapper par un virus. Je vous tiens au courant. Il y a d'autres façons de le communiquer. Il faut vraiment avoir ces informations avant de faire ça. Parce que là, ça sera au prochain point. Là. Il y a des risques juridiques et réputationnels. Évidemment, là, si on commence à dire que je pense que je me suis fait par un virus, il y a d'autres personnes qui vont commencer à paniquer, puis peut-être arriver sur les médias sociaux, puis commencer à propager un message qui est de la désinformation. Et adapter le message selon les publics ciblés, là, de trouver un équilibre entre la transparence du public et la protection des intérêts de votre entreprise. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas de compter des menteries, mais je vous dis d'être transparent, d'être capable de fournir la communication correctement. Au niveau de la documentation, ouais, capturer l'essentiel, renforcer l'avenir. En fait, quand quelque chose arrive, pendant que ça arrive, on a la tendance de ne rien documenter. En fait, quand on travaille sur quelque chose, moi je parle au niveau du technique. Quand tu as un technicien, puis c'est pas tout le monde, désolé, je ne veux pas vous offusquer, mais quand un technicien travaille sur quelque chose, quand on met quelque chose en place, la documentation n'est pas nécessairement la priorité pour le monde technique parce qu'ils sont concentrés à mettre en place une solution. Mais la documentation est très importante au niveau d'un plan d'incident parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, qui travaille dessus, qui a été impliqué, quand les actions ont eu lieu. Il faut documenter, sauver tous les journaux d'événements, les logs, les communications, les données forensiques, les décisions, tout, il faut que ça soit documenté. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, il y a des audits, votre assureur, la conformité, il y a peut-être le gouvernement du Canada qui va poser les questions. C'est clair qu'il faut documenter le plus possible pendant qu'on fait ça. Maintenant, je ne veux pas que mon technicien soit obligé de documenter le tout, mais si mon technicien, son rôle, c'est de faire la détection et ensuite il a trouvé c'est quoi, il faut qu'il donne cette information à une personne qui est assignée ou un rôle qui va documenter qu'est-ce qui vient de se faire. Fait qu'il faut tout faire étape par étape pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui documente qu'est-ce qui se produit. Après ça, ben oui, il faut faire le renforcement au niveau de la formation pour les futures réponses parce que c'est de l'éducation, hein, c'est quelque chose s'est produit, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, qu'est-ce qu'on a fait pour le régler, est-ce qu'on peut l'améliorer, il faut le documenter. Donc, ça favorise la responsabilisation et ça augmente la résilience de votre entreprise. Ensuite, ben, évidemment, le plan de continuité des activités, en fait, c'est un recul en arrière de le boom, là, avant que le boom se produise. Mais quand on crée ce plan d'incident, il faut le tester. Fait là, le plan de continuité des activités, c'est vraiment de mettre en place un test, une simulation de si jamais mon système de courriel tombe down, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, là, j'ai mon plan de continuité. C'est quoi mon plan B si je n'ai pas de courriel, telle affaire? C'est quoi mon plan B si je n'ai pas de, je ne sais pas, une base de données ou mon système de billetterie ou je ne sais pas, mon service en ligne n'est pas fonctionnel? C'est quoi mon plan B? Il faut le tester.
même concept que si on a un serveur ou un poste de travail très important, si ce serveur tombe down, c'est quoi mon plan B? C'est une réplication? Est-ce qu'on allume un autre serveur? Le poste de travail, est-ce qu'on amène la personne chez eux? Est-ce qu'ils se connectent à distance? La même chose pour votre entreprise au complet. Dans les systèmes, là, si je n'ai pas ce système-là fonctionnel, c'est quoi mon plan de continuité des affaires? Parce que quand un incident se produit, c'est difficile de dire que ça va prendre 5 minutes, 5 heures, 5 jours ou 5 semaines. Puis j'ai vu tous ces scénarios-là chez des clients. Donc, ça prend un plan B. En fait, c'est ça le sommaire de cette page-là. Et évaluer les risques. Donc, j'ai parlé de ça un peu. Identifier les menaces internes, les externes, tous les hameçonnages, rançonnages, risques. Qu'est-ce qui se produit si tel système se fait impacter? Évaluer la probabilité de l'impact aussi. Donc, ça, encore une fois, c'est peut-être difficile pour vous d'évaluer ça. Donc, là, ça serait un bon moment de parler avec vos fournisseurs d'informatique, de services informatiques au niveau. C'est quoi la probabilité que je risque de me faire frapper par un incident de cyber? Bien, votre fournisseur de services gérés est capable de faire une évaluation de votre environnement, la posture de sécurité, et ensuite vous dire ça fonctionne bien, le deuxième point ne fonctionne pas, le troisième est bien, le 4 et 5, il faut corriger, il faut améliorer ces systèmes-là. Donc, ça peut vous aider à diminuer la probabilité, l'impact, et ça augmente ça diminue votre risque, ça augmente votre résilience, et ça vous aide à identifier les systèmes qui sont plus vulnérables et ensuite établir un plan pour comment le plan de continuité des activités, comment le remettre en fonction le plus vite possible. Puis, ce qui est plus important ici, c'est adopter une approche fondée sur les risques. On ne peut pas prendre votre environnement au complet et dire tout est à risque. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui sont beaucoup plus importants que les autres. Comme exemple, vous peut-être une force de vente qui sont à l'extérieur ou du monde qui travaille sur des sentiers. Ben, peut-être c'est eux autres les plus importants. Fait que, OK, eux autres, ils se connectent comment? En VPN. OK, parfait. Fait qu'il faut qu'ils se connectent à tel système, à telle base de données. Fait que ça devient votre priorité ou votre système qui est plus à risque. Donc, identifier et mettre en place un plan B ou un plan de continuité des activités pour ces gens-là. Rétablissez-vous rapidement, réduisez les perturbations. Donc, sauvegarde. Je ne reviens pas, Maria, je dois toujours parler des sauvegardes. Hein. C'est les sauvegardes extrêmement importants, et pas juste ça, mais on a parlé souvent du concept ou la règle de 3, 2, 1, 1, 0. Est-ce que je peux le répéter encore? C'est Ben oui. quoi? 3 versions, 3 copies de vos données. 2 copies doivent être sur 2 médias différents. Fait que ça peut être un disque externe et info nuagique ou réplication sur un autre site. Le 1, il faut que ça soit un des 3 copies, il faut que ça soit à l'extérieur de votre environnement. L'autre 1, il faut que ce soit une copie qui soit immuable, donc n'est pas toujours connectée à votre environnement. Donc, on fait une copie, on désactive ou on a des solutions qu'on met en place pour que ce ne soit pas connecté. On dit ça parce que quand un malfaiteur va rentrer dans votre environnement, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va désactiver vos backups, il va peut-être effacer les données. Il va désactiver le tout, incluant celui qui est à l'extérieur parce qu'il y a la connectivité. Mais la copie qui est immuable n'est pas connectée au réseau. C'est peut-être votre dernier recours au niveau des données. Et le 0 à la fin, c'est qu'il faut que vous fassiez des tests de sauvegarde, de restauration, s'assurer que tout va bien. Le 0 veut dire 0 erreur en termes de backup, s'assurer qu'on est capable de restaurer certains fichiers, répertoires, serveurs, systèmes. Donc, il faut tester tout ça régulièrement. Ça fait partie de votre plan de continuité des actifs. Puis, nous, on le fait souvent au niveau le recouvrement de désastres, des simulations qu'on fait avec nos clients.
La confiance de vos sauvegardes permet de limiter le temps d'arrêt et les impacts à long terme. Ça, c'est clair. Si on a la bonne pratique au niveau des sauvegardes, eh bien, on sait qu'on a toujours un plan B, on a toujours les données et on risque de ne pas perdre des données ou perdre certains systèmes. On est correct pour le temps? Oui. Donc, le plan de continuer, les sites de travail alternatifs prévoient des opérations à distance sécurisées. Okay? Assurer la continuité des activités lorsque l'accès aux systèmes principaux y ont été compromis. Fait que peut-être que vous avez moyen de déplacer le monde qui travaille à l'extérieur de la bâtisse ou qui se connecte à différentes façons. Utiliser des VPN, des plateformes cloud sécurisées, une protection de toutes vos machines. À l'extérieur de votre site, évidemment, des VPN avec du multifacteur au niveau de la connectivité. Appliquer les contrôles d'accès district avec le chiffrement pour le monde qui se connecte, évidemment. Pas besoin de le dire, mais c'est clair que en temps d'un incident, la pire chose que je peux avoir, c'est d'envoyer quelqu'un dans un café qui se connecte au Wi-Fi, pas de VPN qui se connecte à mes données. Ça va juste empirer votre situation ou ça risque d'empirer votre situation. Donc, le plan B doit inclure une certaine sécurité envers vos utilisateurs qui vont travailler à l'extérieur de votre environnement. Et définir les protocoles, à savoir quand et comment passer au travail à distance là, pour éviter des retards, des confusions. On ne veut pas que les employés attendent 2 jours avant qu'on leur dise OK, là, on a un plan B, voici comment que vous devriez se connecter. Il faut déjà avoir ça en place. Vous devriez déjà avoir un plan pour dire si quelque chose arrive avec tel système, l'impact est impact numéro 1, sévérité 1. J'ai besoin de déplacer le monde tout de suite. Ces gens-là vont aller travailler ailleurs et ils vont continuer. Ça fait partie du plan de continuité. L'automatisation. Donc, en fait, il faut passer à travers cet exercice. Il faut simuler les scénarios réels pour tester vos plans, évidemment. En faisant ça, on va identifier les lacunes. On va ajuster les procédures possiblement. On va assurer que les plans sont opérationnels. Il y a peut-être des données qu'on a manquées, on va les rajouter. Ça renforce les rôles, les responsabilités de l'équipe. Ça vous assure que c'est les bonnes personnes qui sont là. Ça favorise la confiance, coordination entre toutes les équipes. C'est clair, tout le monde va parler, on va le tester. Il y a la culture de préparation, d'amélioration continue. C'est clair que quand on a quelque chose de documenté puis tout le monde est impliqué, ben on se pousse. C'est comme on est une équipe qu'il faut qu'on s'assure que tout le monde fait son rôle et tout le monde s'implique et tout le monde donne son feedback à travers tout ça. Et ce qu'on peut faire au niveau de l'automatisation pour réduire le chaos, évidemment, on en parle souvent dans nos webinaires, c'est de mettre en place certains outils qui vont éviter que ces travaux-là, pendant le côté détection, soient obligés d'être faits à main, manuel, mettons. Si je peux utiliser le bon exemple d'un EDR, mais le EDR bien installé avec, c'est plus EDR, maintenant c'est MDR ou XDR, qui implique une tierce partie, un centre d'opération au niveau de sécurité qui sont là 24/7, qui peuvent voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a une automatisation au niveau j'ai détecté quelque chose, une anomalie qui se passe avec le comportement avec le portable à Sergio. Le système où les gens à l'externe le système déclenche automatiquement la quarantaine ou désactiver au niveau du réseau ou carrément un shutdown au complet du laptop pour éviter que ça se propage. Ça, c'est un exemple d'une automatisation qui se fait et pour éviter on est obligé d'aller voir un technicien pour faire ce genre de diagnostic-là et dans le but de trouver c'est quoi et prendre une décision pour faire ça. C'est clair que ça prend des outils, ça prend des solutions en place pour le mettre en place. Là, c'est clair que tout le monde ne peut pas se permettre d'engager du monde assez compétent ou avec beaucoup d'expérience au niveau de la cybersécurité, mais
Il y a des solutions qui existent, pas dispendieux, mais qui sont vraiment faites pour les petites et moyennes entreprises, mais surtout les petites entreprises qu'on peut mettre en place qui vous fournissent un centre des opérations au niveau de la sécurité, qui fournissent des techniciens qui sont à l'écoute, un système de détection, analyse des réponses. En fait, ça vous donne quasiment une équipe TI sans être obligé d'engager du monde dans votre entreprise. Donc, voilà comment on peut automatiser certaines choses, c'est clair. Donc, en somme, ça, c'était la sommaire, hein, Maria? Oui. Donc, après l'impact, là, où la résilience se relève, là, les cybermenaces sont inévitables, clair. C'est la réponse qui définit la résilience. Comme j'ai dit, c'est pas nécessaire d'avoir votre propre SOC ou centre d'opération de sécurité. De sécurité, ouais. On allait dire COS, mais je ne sais pas si ça se dit. Un plan solide, des rôles clairement définis, une communication sécurisée, ça c'est essentiel. La coordination. Oh, excuse, j'ai pesé le bouton. Des réponses efficaces. À l'entour de tout ça, c'est vraiment de la communication, puis de la préparation, de la documentation. Tout le monde doit suivre le même processus et tout va se passer bien ou bien. C'est pas bien quand on se fait frapper, mais tout va se passer le plus vite possible, le bien. Ouais, c'est ça. Je cherche mes mots pendant un désastre. Ouais. L'automatisation de la documentation donne pouvoir même aux petites équipes. Puis c'est clair qu'il faut être résilient, ça se transforme de la perturbation. J'aime le dernier, avec un bon plan, toute organisation, on peut se relever et revenir plus forte. Évidemment, malheureusement, c'est pas si, c'est quand. Puis c'est là qu'un plan d'incident va être très utile dans un événement, un incident de cyber, là, ça c'est clair. Et avec ça, j'imagine que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui doit se trouver dans ce livre numérique gratuit, Maria. Oui, c'est exactement ça. Fait que, premièrement, merci de votre participation à notre webinaire. Et comme Sergio a dit, j'ai mis le lien dans le chat si vous voulez aller le chercher tout de suite. Sinon, vous allez recevoir, comme j'ai dit au début, une copie, un courriel avec le lien. Donc, vous pouvez, et avec l'enregistrement un peu plus tard aujourd'hui, fait que vous pouvez aussi aller chercher le livre numérique de cette façon-là. Premièrement, merci encore pour votre patience. Je sais qu'on est allé un peu plus tard, quelques minutes plus long, là, mais n'hésitez pas aussi à contacter votre microage local pour toute question. Donc, nous, on vous revient avec notre prochain webinaire le 11 septembre. On est très excités pour celui-là. Aujourd'hui, on a fait un aperçu, puis ça a été très théorique à haut niveau de qu'est-ce qui se passe quand il y a un incident, un plan, mettre un plan en place. Bien, le prochain va être un exercice interactif en direct pour vous montrer un peu les étapes pour répondre à un incident de cybersécurité, mais avec vraiment un peu le feeling de qu'est-ce qui se passe quand il y a un incident dans une organisation. Fait que on est super excités de vous présenter ça. Fait que gardez un œil sur vos courriels et nos réseaux sociaux pour l'invitation qui va se faire probablement vers le mois d'août. Et celui-là, d'habitude, si vous n'êtes pas capable de vous présenter en direct, il y a un enregistrement. On va l'enregistrer pareil, mais le feeling ne sera pas pareil. L'enregistrement ne sera pas pareil comme être là live en direct. Donc, sur ça, merci Sergio. Toujours un plaisir et merci à vous tous d'avoir passé la dernière heure et un petit peu avec nous. On vous souhaite un super bel été et on se revoit au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci tout le monde.